Bonjour. Dans le cadre des leçons télévisées, nous présentons aujourd'hui une leçon sur les oscillations mécaniques forcées en régime sinusoïdal. Cette leçon est destinée aux élèves de 4e année sciences expérimentales, sciences techniques et mathématiques. Alors commençons tout d'abord par un petit rappel sur les oscillations mécaniques libres. Nous savons qu'un pendule élastique écarté de sa position d'équilibre, puis abandonné à lui-même, effectue des oscillations. Alors, suivant l'importance des frottements, on distingue. Alors, premier cas, si les frottements sont négligeables, on constate que l'amplitude des oscillations reste constante, les oscillations sont sinusoïdales et que la période des oscillations est égale à T0 égale à 2π racine de m sur k, appelée période propre de l'oscillateur. Au cours des oscillations, l'énergie mécanique se conserve. Si les frottements sont non nuls, on constate que l'amplitude des oscillations diminue. Alors, selon l'importance de l'amortissement, on distingue deux régimes d'oscillation. Un régime pseudo-périodique dans lequel la pseudo-période T est légèrement supérieure à T0. Ce régime est obtenu lorsque l'amortissement est faible. Lorsque l'amortissement devient important, on a ce qu'on appelle un régime apériodique. Dans ce cas-là, le solide n'effectue plus d'oscillation. Le passage du régime pseudo-périodique au régime apériodique se fait pour un amortissement particulier, ce qui donne le régime critique, dans lequel, au cours duquel, le solide revient à sa position d'équilibre le plus rapidement. Alors, au cours de ces deux régimes, nous constatons que l'énergie mécanique diminue. Alors, si on récapitule ce qu'on vient de dire lors des oscillations avec frottement, on constate. Si l'amortissement est faible, le pendule élastique effectue donc des oscillations avec diminution d'amplitude, ce qui constitue un régime pseudo-périodique. Ça, c'est ce qu'on appelle la pseudo-période T. Si on augmente l'amortissement, le solide n'effectue plus d'oscillation, écarté de sa position d'équilibre, donc il va revenir à cette position sans effectuer d'oscillation. Si on augmente encore les frottements, le solide va prendre plus de temps pour revenir à sa position d'équilibre. Voyons maintenant comment oscille le pendule élastique s'il est excité par une force sinusoïdale. Pour cela, commençons par décrire le dispositif expérimental. Il est formé par un moteur muni d'un excentrique auquel on a accroché un fil qui passe sur la gorge d'une poulie et qui maintient l'extrémité supérieure de ce ressort. À l'extrémité inférieure, on a fixé une tige qui maintient le solide dans le liquide contenu dans une éprouvette. Le dispositif contient une réglette qui permet de repérer la position de l'index et par suite repérer l'élongation X du solide. À l'extrémité inférieure du solide, on a fixé une rondelle suivant le diamètre de la rondelle. Donc on va jouer sur l'amortissement. C'est pour cela qu'on suppose que le solide, au cours des oscillations, est soumis à une force de frottement de type visqueux, petit f égale à moins hv, où h est appelé coefficient de frottement. Bien sûr, il est positif. Le moteur exerce sur le pendule une force sinusoïdale f de t égale à fm sinus oméga t. Un dispositif approprié
permet d'enregistrer les variations de la force excitatrice F de t et de l'élongation du solide X de t. Voici ce qu'on obtient. Alors ça, c'est l'axe qui va servir pour la force excitatrice et l'élongation X de t. Ça, c'est l'axe des temps. Voici ce qu'on obtient. Donc, on obtient deux courbes sinusoïdales. Celle-là, ça représente F de t. L'autre courbe représente X de t. Voici l'amplitude de l'élongation X, notée Xm. Ça, c'est la valeur maximale de la force excitatrice notée Fm. La période de la force excitatrice est notée T. Nous voyons que la période de l'élongation X de t est la même que la force excitatrice. Donc la période de l'élongation X est égale à celle de la force excitatrice. Nous voyons que X et F présentent un décalage horaire. Et par suite, X et F donc, vont présenter un déphasage. Nous voyons que F atteint son maximum la première. Nous disons que X de t est en retard de phase par rapport à F de t. Alors, si on varie la fréquence de la force excitatrice par variation de la vitesse de rotation du moteur, celle du pendule élastique varie aussi tout en lui restant égale. On voit encore que le solide effectue des oscillations sinusoïdales. La période des oscillations n'est plus égale à la période propre T0, elle est imposée par l'excitateur. Alors les oscillations n'étant plus libres, elles sont dites forcées. Ainsi, le moteur est appelé excitateur, le pendule élastique est appelé résonateur. Voyons maintenant quel est l'effet de la fréquence de l'excitateur sur l'amplitude des oscillations du résonateur. Pour cela, on va tracer la courbe donnant l'amplitude Xm en fonction de la fréquence n de l'excitateur. Voici ce qu'on obtient. On va indiquer sur le graphe la fréquence N0 du résonateur. Essayons de commenter cette courbe. Alors nous voyons que Xm augmente avec la fréquence N de l'excitateur, atteint un maximum, puis elle diminue. Lorsque Xm atteint sa valeur la plus grande, on parle de résonance d'élongation. Et nous voyons que la résonance d'élongation est obtenue pour une fréquence NR inférieure à la fréquence propre N0 du résonateur. Voyons maintenant quelle est l'influence de l'amortissement sur l'amplitude Xm des oscillations. Pour cela, on va revenir au dispositif expérimental. On vient de dire tout à l'heure qu'on a fixé à l'extrémité inférieure du solide une rondelle. En faisant varier le diamètre de la rondelle, on varie le coefficient d'amortissement H.
on va essayer de tracer deux courbes xm en fonction de n pour deux amortissements. Un amortissement faible, cela veut dire avec une rondelle de diamètre petit, et un amortissement important obtenu donc lorsqu'on place là une rondelle de diamètre plus important. Voici ce qu'on obtient. Donc, voici les deux courbes xm en fonction de n. Donc nous voyons donc là que nous avons une courbe qui présente un pic trop prononcé lorsque l'amortissement est faible. Donc à la résonance, xm atteint une valeur très grande. Nous pouvons dire là que la résonance est aiguë. Lorsque l'amortissement est important, xm à la résonance est faible, la résonance est dite floue. Remarquons que la fréquence de résonance, dans les deux cas, est inférieure à la fréquence propre N0 du résonateur. Et on remarque aussi que, en augmentant l'amortissement, la fréquence NR se décale de N0. Essayons d'interpréter donc ces résultats expérimentaux. Pour cela, on va essayer de déterminer l'amplitude xm de l'élongation x de t et du déphasage phi entre x de t et f de t. Pour cela, on va établir l'équation différentielle par application de la relation fondamentale de la dynamique au solide. On obtient m dérivée seconde de x par rapport au temps plus h dérivée de x par rapport au temps plus kx égale à f de t, avec f de t égale à fm sinus oméga t. Nous savons que cette équation différentielle admet une solution particulière x de t égale à xm sinus oméga t plus phi de x. Alors, pour déterminer xm et phi de x, on va utiliser la construction de Fresnel. Donc, à chaque terme de cette équation différentielle, on va associer un vecteur. Alors, au premier terme, kx, on va associer le vecteur V1 caractérisé par son module kxm et son angle polaire phi de x. Au deuxième terme, h dérivé de x par rapport au temps, on va associer le vecteur V2 caractérisé par son module h oméga xm et son angle polaire phi de x plus pi sur 2. Au troisième terme, m dérivé seconde de x par rapport au temps, on va associer le vecteur V3 caractérisé par son module m oméga carré xm et son angle polaire phi de x plus pi. À la fonction f de t, qui est égale à fm sinus oméga t, on va associer le vecteur v caractérisé par son module fm et son angle polaire 0. En regardant les deux vecteurs v1 et v3, nous voyons que ces deux vecteurs donc, sont opposés, puisque là, il y a un déphasage égal à pi entre les deux fonctions. Par suite, suivant le module de ces deux vecteurs, ou bien les modules de ces deux vecteurs, on va distinguer trois cas de construction. Alors, le premier cas de construction, c'est le cas où oméga est inférieur à oméga 0. C'est-à-dire, le module du premier vecteur V1, cela veut dire kxm, est supérieur à m oméga carré xm, module du troisième vecteur. Alors, on commence par le vecteur V1 de module kxm, le deuxième vecteur de module h oméga xm, le troisième vecteur V3 de module m oméga carré xm. La somme de ces trois vecteurs donne le vecteur V de module fm.
l'axe des phases est porté par ce vecteur. L'angle phi x est l'angle que fait le vecteur V1 de module KXM avec l'axe des phases. Voici phi de x. Voyons maintenant le deuxième cas de construction. C'est le cas où oméga est supérieur à oméga 0, c'est-à-dire m oméga carré xm supérieur à kxm. Voici le vecteur V1 de module kxm. Le deuxième vecteur V2 de module h oméga xm. Le troisième vecteur de module m oméga carré xm. La somme des trois vecteurs va donner donc le vecteur V de module fm. L'axe des phases est porté par ce vecteur et l'angle phi de x est l'angle que fait le vecteur V1 de module kxm avec l'axe des phases. Voici phi de x. Voyons maintenant le troisième cas de construction. C'est le cas où oméga égale à oméga 0. Alors commençons par le premier vecteur V1 de module kxm. Le deuxième vecteur de module h oméga xm. Le troisième vecteur de module m oméga carré xm. La somme des trois vecteurs nous donne le vecteur V de module fm. L'axe des phases est porté par ce vecteur V. L'angle phi de x est l'angle que fait le vecteur V1 avec l'axe des phases. Nous voyons dans ce cas particulier que phi de x est égal à moins pi sur 2. Alors, pour déterminer xm et phi, donc on va considérer le premier cas de construction ou le deuxième cas de construction. En appliquant Pythagore, on obtient xm égale fm divisé par la racine carrée de h carré oméga carré plus k moins m oméga carré, le tout au carré. À la résonance, nous savons que xm est maximal, c'est-à-dire ce dénominateur est minimal. En dérivant et en faisant donc en le mettant égal à 0, on obtient la condition de résonance sur oméga. Donc on obtient oméga r carré égale oméga 0 carré moins h carré sur 2m carré. Puisque oméga r égale à 2pi nr, oméga 0 égale à 2pi n0, donc on obtient la condition sur la fréquence. On obtient nr carré égale n0 carré moins h carré sur 8pi carré m carré. Alors revenons aux deux courbes obtenues tout à l'heure avec deux amortissements différents. Nous voyons, lorsque l'amortissement est faible, c'est-à-dire h est faible, nr est légèrement inférieur à n0. Ce qu'on voit bien dans la figure. Et si nr est légèrement inférieur à n0, le dénominateur devient très petit. Par suite, xm devient très grande à la résonance. C'est pour cela la résonance est dite aiguë. Par contre, lorsque h devient important, nr se décale encore de n0. Et dans ce cas-là, le dénominateur n'est plus petit, donc il devient important, ce qui nous donne xm à la résonance petite. C'est pour cela la résonance est dite floue. Essayons maintenant de déterminer le déphasage phi entre l'élongation et la force excitatrice. Pour cela, on désigne par phi égale phi de x moins phi de f. Donc en revenant au premier cas de construction ou au deuxième cas de construction, on obtient tangente phi égale à h oméga divisé par m oméga carré moins k. Ainsi, si oméga est inférieur à oméga 0,
on a phi compris entre moins pi sur 2 et 0, ce qui est conforme au premier cas de construction. Si oméga égale à oméga 0, phi égale à moins pi sur 2, ce qui est conforme au troisième cas de construction. Si oméga est supérieur à oméga 0, phi est compris entre moins pi et moins pi sur 2. Nous voyons que dans les trois cas, phi est négatif, c'est-à-dire phi de x moins phi de f est inférieur à 0, ce qui revient à dire que, quel que soit oméga, x de t est toujours en retard de phase par rapport à f de t. Alors, voyons maintenant que deviennent le déphasage phi et l'amplitude xm lorsque l'amortissement est nul. Alors, pour un amortissement nul, c'est-à-dire h égale à 0, on va distinguer deux cas particuliers. Le cas où oméga inférieur à oméga 0, la construction de Fresnel devient, ça c'est le vecteur V1 de module Kx1. Donc on va éliminer le deuxième vecteur et on va garder donc le troisième vecteur de module m oméga carré xm. La somme va donner le vecteur V de module Fm. L'axe des phases est porté par ce vecteur. Nous voyons dans ce cas que phi égale à 0 et par suite x de t et f de t sont en phase. Le deuxième cas, c'est le cas où oméga est supérieur à oméga 0. On commence par le vecteur V1 de module Kxm. Le deuxième vecteur qui correspond à V3 de module m oméga carré x1. La somme va donner le vecteur V de module Fn. L'axe des phases est porté par ce vecteur. Nous voyons dans ce cas que phi égale à pi et par suite x de t et f de t sont en opposition de phase. Alors, en examinant ces deux constructions, on peut écrire que xm est égal à fm divisé par la valeur absolue de m oméga carré moins k. À la résonance, donc ce terme devient nul, c'est-à-dire oméga égale à oméga 0. Et si oméga égale à oméga 0, xm devient infini, ce qui entraîne la rupture de l'oscillateur. Voyons maintenant quelle valeur limite peut prendre le coefficient d'amortissement h. Alors revenons au cas où h est non nul. On vient de dire que la résonance d'élongation est obtenue pour oméga r carré égale oméga 0 carré moins h carré sur 2m carré. Or, oméga r est toujours positif, c'est-à-dire oméga 0 carré moins h carré sur 2m carré doit être toujours positif, c'est-à-dire que oméga 0 carré doit être supérieur à h carré sur 2m carré. Ce qui nous amène à écrire que h doit être inférieur à m oméga 0 racine de 2. Alors, que se passe si h devient supérieur ou égal à m oméga 0 racine de 2? Alors, dans ce cas-là, on n'a plus phénomène de résonance. Alors, nous venons de voir la résonance d'élongation. Quand est-ce qu'alors il y a résonance de vitesse? Alors, pour cela, on va faire un petit tableau
pour comparer les deux phénomènes. À gauche, on va s'intéresser à la résonance d'élongation. À droite, on va s'intéresser à la résonance de vitesse. On vient d'écrire tout à l'heure que xm égale à fm divisé par la racine carrée de h carré oméga carré plus k moins m oméga carré, le tout au carré. Nous savons que la vitesse est la dérivée de x par rapport au temps. Par suite, Vm, ça sera donc égal à oméga xm, ce qui donne Vm égale Fm divisé par h carré plus k sur oméga moins m oméga, le tout au carré. Alors la condition de résonance, on vient de voir que la résonance d'élongation est obtenue lorsque oméga r carré égale oméga 0 carré moins h carré sur 2m carré. Ce qui nous amène à écrire nr carré égale n0 carré moins h carré sur 8pi carré m carré. La résonance de vitesse est obtenue lorsque ce terme devient nul, c'est-à-dire oméga r égale à oméga 0 ou encore nr égale à n0 ou encore donc nr carré égale à n0 au carré. Ainsi, nous voyons que la résonance d'élongation est obtenue pour une fréquence nr inférieure à n0 à laquelle il y a résonance de vitesse, puisque là nr est inférieur à n0 dans le cas de la résonance d'élongation, alors que dans le cas de la résonance de vitesse, nr est égal à n0. Ceci nous amène à poser la question suivante. Comment identifier deux courbes donnant xm et vm en fonction de la fréquence excitatrice? Alors la première méthode d'identification, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. En augmentant la pulsation de l'excitateur, la résonance d'élongation est obtenue avant la résonance de vitesse, car oméga r est inférieur à oméga 0. Ainsi, la courbe qui présente un pic avant l'autre est celle qui représente xm en fonction de n ou de oméga. L'autre représente Vn. La deuxième méthode d'identification, donc on va revenir aux expressions de xm qui est égal à fm divisé par la racine carrée de h carré oméga carré plus k moins m oméga carré le tout au carré. Vm qui est égal à fm divisé par h carré plus k sur oméga moins m oméga le tout au carré. Regardons ce qui se passe donc pour oméga égale à 0. Alors lorsque oméga égale à 0, nous voyons que dans l'expression de xm, ce terme devient nul. Ce terme devient nul. Donc ça va donner xm égale à fm sur k. Par contre, dans l'expression de v1, ce terme devient nul. K sur oméga donc, va tendre vers l'infini. Fm divisé donc par l'infini, ça va donner Vm égale à 0. Donc, pour oméga égale à 0, on a xm différent de 0, alors que Vm égale à 0. Ainsi, la courbe qui part de 0 lorsque oméga ou n égale à 0 est celle qui représente Vm en fonction de n. L'autre représente xm. Parlons un peu de la résonance et de l'énergie. Lors de la mise en oscillation forcée du résonateur, de l'énergie lui est transférée par l'excitateur. Le résonateur emmagasine une partie de cette énergie et le reste est dissipé par les frottements. L'augmentation de l'amplitude du mouvement du résonateur avec la fréquence de l'excitateur correspond donc au stockage d'une plus grande quantité d'énergie. À la résonance, l'énergie transférée de l'excitateur au résonateur est emmagasinée par ce dernier et donc maximale. C'est pour cela, à la résonance, xm
à la valeur la plus grande. Voyons maintenant l'importance des oscillations forcées et de la résonance. Alors, les oscillations mécaniques forcées ainsi que le phénomène de résonance sont très importants tant dans la nature que dans les différents domaines de la vie, en acoustique, en industrie. Parfois, la résonance est recherchée, comme en acoustique. Par contre, dans d'autres cas, elle est à éviter parce qu'elle est gênante ou même dangereuse. Voyons quelques exemples. Donc, le premier exemple, ce sont les instruments à cordes. Et nous allons voir que dans ce cas-là, la résonance est à rechercher. Alors, en musique, les caisses des instruments à cordes ainsi que l'air qu'elles contiennent entrent en résonance sous l'action des vibrations des cordes, ce qui permet de renforcer les notes produites. C'est pour cela, ou bien c'est pour cette raison, que la résonance en acoustique est recherchée. Voyons d'autres exemples où la résonance est à éviter. On va commencer par le mouvement de pompage d'une automobile. Alors, l'automobile, avec ses suspensions, peut être assimilée à un solide posé sur un ressort, ce qui constitue un pendule élastique vertical. Alors, pour certaines vitesses avec les irrégularités de la chaussée, le résonateur entre en résonance, ce qui entraîne une sensation désagréable pour le conducteur et même endommager le véhicule. Le deuxième exemple qu'on va considérer, ce sont les ponts suspendus. Alors, on va commencer donc par montrer que les ponts suspendus peuvent être considérés comme des oscillateurs. Donc, le tablier du pont, avec ses câbles de suspension présentant une certaine élasticité, constitue un oscillateur élastique. L'excitation créée par le vent ou le pas périodique d'une troupe de soldats le fait entrer en résonance qui peut provoquer sa rupture. On va citer donc là deux exemples célèbres. Le premier exemple, c'est le pont de Tacoma Monroe en USA. Donc en novembre 1940, 5 mois après son ouverture à la circulation, les rafales de vent périodiques jouant le rôle d'excitateur ont provoqué la résonance du pont qui s'est mis à vibrer et en quelques heures, les vibrations sont devenues si importantes que le pont s'est effondré. Le deuxième exemple qu'on va citer aussi, c'est le pont d'Angers en France. Le 16 avril 1850, le tablier du pont suspendu sur la Maine à Angers, en France, se rompit au passage d'une troupe de soldats marchant à pas cadencés. Alors depuis, à la suite de ces deux événements, les ponts actuels sont dessinés de manière à les rendre aérodynamiquement stables. Le troisième exemple qu'on va considérer, c'est l'équilibrage des roues. Nous savons que l'irrégularité dans la répartition de la matière d'une roue autour de son axe entraîne l'apparition de petits à-coups périodiques qui, à leur tour, vont produire des oscillations forcées dommageables à la langue. C'est pour cette raison on équilibre les roues en ajoutant des petites masselottes en plan sur les jantes. Passons maintenant à tes exercices d'application. Alors, exercice 1, voici l'énoncé. Sur une piste saharienne, le vent produit sur le sable des bosses qui se succèdent régulièrement à une distance d égale à 60 cm. Une voiture parcourt cette piste à la vitesse v constante. Le conducteur sait qu'il faut rouler
ou très lentement, ou avec une vitesse supérieure à une certaine valeur pour éviter les sensations désagréables et les détériorations du véhicule. Alors la première question, avec quelle période la roue de la voiture passe-t-elle d'une bosse sur la suivante? En déduire la fréquence de ce phénomène. Deuxième question, l'action des bosses successives fait que la voiture soit en régime d'oscillation forcée. Petit a, préciser l'excitateur et le résonateur. Petit b, l'oscillateur par la roue, son ressort de suspension et son amortisseur est caractérisé par une fréquence propre N0 égale à 5 Hz. Montrer qu'il existe une valeur V0 de la vitesse pour laquelle l'oscillateur entre en résonance. On admettra que la fréquence de résonance est la fréquence propre de l'oscillateur. Alors, solution. Alors, nous savons que la voiture roule à vitesse constante et nous avons des bosses équidistantes. C'est-à-dire, la voiture va mettre le même temps pour passer d'une bosse à une autre, ce qui constitue une période de mouvement. Puisque la vitesse est constante, donc on peut écrire que V, c'est la distance parcourue entre deux bosses par le temps mis qui est égal à une période. Par suite, cette période T donc, sera égale à D, bien, la distance entre deux bosses par la vitesse de la voiture. La fréquence N est l'inverse de la période. Donc ça va donner N égale à V sur D. La deuxième question nous dit donc de préciser l'excitateur et le résonateur. Donc l'excitateur, ce sont les bosses. Le résonateur, il est formé par la voiture avec le système de suspension. La question B nous dit donc de montrer qu'il existe une valeur de la vitesse V0 pour laquelle l'oscillateur entre en résonance. Donc, on peut écrire qu'à la résonance, N égale à N0, donc égale à V0 par la distance D entre deux bosses. Ce qui nous amène à écrire V0 égale à D fois N0, donc est égal à 5 fois 0,6 mètres, puisque la distance entre deux bosses est égale à 60 cm. Donc ça va donner 3 mètres par seconde, soit V0 égale à 10,8 km par heure. Ainsi, donc le conducteur donc, de la voiture doit éviter donc, de rouler à cette vitesse. Donc il doit rouler à une vitesse inférieure ou supérieure à cette valeur V0 pour éviter donc le phénomène de résonance. Par suite, les sensations désagréables. Le deuxième exercice d'application, voici l'énoncé. Donc, un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort de leader K auquel est attaché un solide de masse M égale à 50 grammes. Le solide est soumis à une force de frottement de type visqueux F égale à moins HV, où H, coefficient de frottement positif, et à une force excitatrice, grand F égale à Fm sinus oméga t, avec Fm égale à 2 newtons. Le graphe suivant représente Xm en